Et si le regard le plus souverain était précisément celui qui n'attend plus rien des autres, imaginez une pièce aux volets entr'ouverts où la lumière de l'après-midi déclinant se glisse en lame oblique, dorant le bord d'un fauteuil usé. L'air est saturé d'une odeur de vieux livres, de cire et de lavande séchés depuis des années. Quelqu'un entre, le visage déjà préparé à la compassion, les yeux déjà humides d'une tristesse qu'on croit obligatoire. Le regard qui l'accueille est calme, limpide, sans la moindre supplique. Il ne demande pas d'être rassuré, il ne demande même pas d'être vu. Il se tient là, simplement présent, et c'est déjà trop pour la pitié qu'on apporte. La vieillesse, ici, n'est pas une silhouette particulière, elle est un état. Elle est ce moment où l'être a fini de mendier la reconnaissance ou la consolation. Elle a traversé les époques où l'on courait après l'approbation, où chaque ride naissante était une catastrophe, où chaque pas plus lent était une honte. Elle a vu les regards se détourner puis revenir, plein d'une sollicitude qui ressemble étrangement à un jugement. Elle a compris que la pitié, même sincère, est toujours une réduction. Elle transforme un sujet en objet, un vivant en symptôme, une histoire en épilogue. Alors elle refuse, non par orgueil, mais par exactitude. Refuser la pitié, c'est refuser d'être résumé à ce que le corps montre. C'est affirmer que derrière la peau relâchée, derrière les mains tavelées, derrière le pas mesuré, il y a encore un centre intact, une conscience qui n'a pas abdiqué. Ce regard qui ne baisse pas les yeux n'est pas un défi, c'est une déclaration d'existence pure. Il dit « Je suis encore le sujet de ma propre vie. Je ne suis pas devenu le personnage secondaire de la vôtre. » Dans ce face-à-face, le temps se fige un instant. La lumière continue de couler lentement sur le dossier du fauteuil. L'odeur de lavande semble plus dense. Le silence devient presque palpable. Celui qui était venu consoler sent soudain le poids de son propre rôle. Il n'est plus le sauveur, il est l'intrus. Il baisse les yeux. Il recule d'un pas. Et dans ce recul imperceptible, la vieillesse triomphe sans avoir bougé. Car la véritable victoire n'est pas d'être admiré ou plaint. Elle est de ne plus avoir besoin ni de l'un ni de l'autre. Elle est de pouvoir soutenir le regard du monde sans y chercher son reflet déformé. Elle est de rester debout, intérieurement, quand tout invite à s'asseoir dans la commisération générale. La pièce retrouve sa quiétude. La lumière glisse encore un peu, plus douce. Le fauteuil reste immobile. Le regard, lui, continue de veiller, serein, souverain, inutile de se justifier. Le regard ne demande rien. Une dignité plus ancienne que toutes les larmes se tient là, immuable, et commence à irradier en silence. Et si le silence le plus dense était la parole la plus accomplie, imaginez un salon aux murs tapissés de souvenirs invisibles, où la lumière crépusculaire se dissout lentement dans les plis des rideaux lourds. L'air porte encore le parfum discret d'un thé, oublié depuis des heures, mêlé à l'odeur plus ancienne du bois ciré et du papier jauni. Quelqu'un entre, la voix déjà baissée d'un ton, prête à poser les questions rituelles. Ça ne vous pèse pas trop? Vous ne souffrez pas trop de la solitude? Vous voulez en parler? Les lèvres ne bougent pas. Elles se restent closes, légèrement incurvées en un sourire qui n'a besoin d'aucune explication. Ce n'est pas un refus brutal. C'est une réponse complète, définitive, paisible. Ce silence n'est pas un manque. Il est une plénitude si profonde qu'aucun mot ne saurait l'atteindre sans la diminuer. La vieillesse, dans cet instant, n'est plus une personne singulière.
Elle est un état de conscience qui a traversé toutes les étapes du verbe. Elle a parlé pour se faire entendre quand il le fallait. Elle a crié quand l'injustice l'exigeait. Elle a murmuré des serments. Elle a consolé. Elle a menti parfois. Elle a supplié. Elle a convaincu. Elle a usé les mots jusqu'à la corde. Elle a vu combien ils peuvent être impuissants face à l'essentiel. Alors elle les a déposés, comme on pose une arme devenue inutile quand la guerre intérieure est enfin terminée. Ce silence qui s'installe n'est pas une retraite, c'est un couronnement. Il dit « Je n'ai plus besoin de traduire ce que je suis ». Il dit « Mes joies et mes peines ne sont plus des marchandises à échanger contre votre compréhension ». Il dit « Je suis au-delà de la nécessité de me justifier ». Il est courtois, presque tendre, mais il ne souffre aucune négociation. Il laisse l'interlocuteur seul avec son propre malaise, son besoin irrépressible de parler pour combler le vide qu'il projette lui-même sur autrui. Dans ce silence, la vieillesse respire enfin, à plein poumon. Elle n'a plus à ramener l'infini de son expérience à la petitesse d'une phrase. Elle n'a plus à se défendre d'être encore là, encore vivante, encore entière. Elle habite pleinement son présent, sans commentaire, sans traduction. Le silence devient alors un espace sacré, où plus rien ne vient déranger la vérité nue de l'existence. Et quand le visiteur s'en va, un peu désemparé, un peu honteux de son propre bavardage, la tasse reste intacte sur la table basse. La lumière continue sa lente descente vers la nuit. Et le silence règne, souverain, absolu, lumineux. Il n'a besoin ni d'approbation, ni de compréhension. Il est, tout simplement. Les lèvres restent closes, un silence plus éloquent que tous les discours commencent à remplir l'espace, doux et impitoyable. Et si le pas le plus libre était celui qui refuse toute béquille, même offerte avec tendresse? Imaginez un long couloir aux murs pâles où la lumière du soir dessine des rectangles tremblants sur le parquet usé. L'air est calme, presque suspendu, chargé d'une odeur de pierre ancienne et de cire tiède. Une silhouette avance, lentement, très lentement, mais sans la moindre hésitation. La main effleure le mur, non pour chercher un soutien, mais pour sentir la fraîcheur de la peinture, comme on caresse un souvenir. On s'approche, prêt à tendre le bras, à proposer la canne, à ralentir le pas par compassion. Le geste est arrêté net d'un simple mouvement de tête, à la fois poli et définitif. Non merci, ça va très bien ainsi. La vieillesse n'est pas ici un corps particulier. Elle est une conscience qui a fini d'accepter les mains étrangères comme des chaînes déguisées. Elle sait, avec une lucidité cruelle, que chaque appui consenti est une petite abdication, une délégation de souveraineté. Elle a vu comment une main tendue aujourd'hui devient une habitude demain, un fauteuil roulant après-demain, une prison dorée l'année suivante. Elle préfère le risque de la chute à la certitude de la réduction. Marcher sans appui, c'est affirmer que le corps, même fatigué, reste encore le premier et dernier territoire de la liberté. Chaque pas est un acte de foi, foi dans les articulations usées, dans les muscles qui se souviennent, dans l'équilibre intérieur qui a survécu à toutes les tempêtes. Ce n'est pas de l'obstination, c'est une fidélité absolue à soi. C'est préférer la possibilité de tomber debout à la certitude de vivre assis. C'est choisir la dignité du risque plutôt que la sécurité de la soumission. Dans ce couloir, le temps se dilate, le parquet craque doucement sous le poids mesuré.
la lumière glisse, plus lente que le pas lui-même. Et chaque mètre parcouru sans aide est une prière muette, que mes jambes tiennent encore, assez longtemps pour me porter jusqu'à la fin sans devoir tendre la main. Quand la porte du fond s'ouvre enfin sur le jardin crépusculaire, la silhouette se tient droite dans l'encadrement, ombre nette contre le ciel violet. Rien ne tremble, tout est calme. Le vent effleure le visage sans rencontrer la moindre peur. La marche sans appui vient de prouver, une fois de plus, que la liberté n'est pas dans la vitesse, mais dans le refus de déléguer son propre poids au monde. Le pas reste seul maître de lui-même. Une force plus ancienne que toutes les béquilles se réveille silencieusement dans les jambes. Et si la mémoire qu'on croit éteinte était précisément celle qui brûle le plus fort, imaginez une chambre aux volets clos où la lumière du soir ne pénètre que par une fente étroite, traçant une lame d'or sur une commode ancienne. L'air est lourd de papier vieilli, de cuir patiné, d'une odeur subtile de lavande séchée et de souvenirs qui n'ont jamais quitté la pièce. On pose la question rituelle, toujours la même, avec cette voix douce qu'on réserve aux enfants et aux mourants. Vous vous souvenez encore de cette année-là, de ce voyage, de ce visage? Et alors se produit le miracle discret. Les yeux s'allument, les noms reviennent, nets comme s'ils avaient été prononcés hier. Les dates, les odeurs, les textures, les couleurs, les voix. Tout est là, intact, plus précis que jamais. La mémoire ne s'est pas effritée, elle s'est affinée. Elle a trié, au fil des décennies, l'essentiel de l'accessoire, le diamant du sable. Ce qui reste est pur, tranchant, lumineux. La vieillesse n'est pas un lent effacement, elle est une distillation. Elle a vu le temps emporter les détails superflus, les numéros de téléphone, les noms des collègues oubliés, les querelles mesquines. Elle a gardé l'or pur, le parfum exact de la pluie sur la peau d'un amour disparu, le goût du pain en 1943, le son d'une voix qui disait « Je t'attends » un soir d'été 1957, la couleur précise du ciel, le jour où l'on a appris la mort d'un enfant. Ces souvenirs-là ne s'effacent pas. Ils deviennent plus denses, plus vivants, presque plus réels que le présent. Quand on croit la trouver confuse, elle sourit intérieurement. Elle sait que sa mémoire est devenue un sanctuaire où plus rien ne vient la déranger. Elle n'a pas besoin qu'on lui rappelle. Elle habite ses souvenirs comme on habite une maison qu'on a construite pierre après pierre. Elle y marche pieds nus. Elle en connaît chaque recoin, chaque courant d'air, chaque lumière. Elle n'a plus besoin de carte ni de guide. Elle est chez elle, enfin, dans le seul lieu où personne ne peut la réduire, la plaindre ou la consoler. Et quand la nuit tombe, quand la fente de lumière s'éteint, la chambre reste illuminée de l'intérieur. La mémoire intacte continue de brûler, silencieuse, souveraine, plus forte que toutes les questions, plus vive que toutes les certitudes du monde extérieur. La mémoire ne s'éteint pas, elle devient flamme pure, plus lumineuse que toutes les lumières du jour. Et si la solitude était le plus précieux des royaumes, celui qu'on accepte de partager avec personne, imaginez une maison au crépuscule, toute lumière éteinte, sauf une seule lampe posée sur une table basse, une tasse unique, un livre ouvert, une chaise tirée. L'air est calme, presque solennel, chargé d'une odeur de bois ancien, de terre humide qui monte du jardin et d'un soupçon de lavande oublié dans un tiroir. On frappe à la porte. Une voix familière, pleine de bonnes intentions. On passait dans le coin. On peut entrer 5 minutes.
Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un peu de compagnie? La réponse vient, douce mais définitive. Non merci. Tout va bien. Passez une bonne soirée. La porte reste close. Le verrou glisse sans bruit et la maison retrouve son souffle. La vieillesse n'est pas ici une personne isolée malgré elle. Elle est une conscience qui a fini par comprendre que la solitude n'est pas un manque, mais une conquête. Elle a traversé les époques où l'on croyait que le bonheur se mesurait au nombre de voix dans la pièce, au nombre de mains sur l'épaule, au nombre de rires autour de la table. Elle a connu les dîners bruyants, les fêtes, les appels incessants, les messages qui s'accumulaient pour combler un vide qu'on n'osait pas regarder. Un jour, elle a éteint le téléphone. Elle a laissé la tasse unique sur la table. Elle a fermé la porte. Et elle a découvert l'immense, l'inouï, l'inattendu. Le silence n'était pas vide. Il était plein. Plein d'elle-même. Plein de tous les livres jamais lus assez lentement, de toutes les musiques jamais écoutées jusqu'à la dernière note, de tous les souvenirs enfin autorisés à respirer sans être interrompus. Dans cette solitude choisie, plus rien ne vient voler l'attention. Plus personne ne vient projeter sa propre peur du vide. Le temps s'étire, devient élastique, presque liquide. Une heure peut durer une saison. Une pensée peut traverser des décennies sans être coupée par une sonnerie. Le regard se pose sur une fleur dans le jardin et y reste jusqu'à ce qu'elle se ferme pour la nuit. Le souffle se fait plus profond, plus conscient. Le cœur bat à son propre rythme, sans se caler sur celui des autres. La solitude choisie n'est pas une fuite, c'est un retour. Retour à la source, retour à la présence pure, retour à l'être, sans masque, sans rôle, sans obligation de plaire ou de rassurer. C'est le seul espace où l'on peut enfin être entier, sans devoir se diviser pour exister aux yeux d'autrui. Et quand la nuit enveloppe la maison, quand la dernière lampe s'éteint doucement, la solitude reste là, immense, chaleureuse, vivante. Elle n'a besoin de personne pour exister, elle est déjà tout. La solitude n'est plus un manque, elle est devenue royaume, et dans ce royaume, la vieillesse règne sans partage. Et si la vieillesse n'était pas une fin, mais la seule véritable apothéose d'une existence, imaginez une nuit claire, sans lune, où le ciel est si vaste qu'il semble absorber la maison tout entière. Une fenêtre reste entr'ouverte. L'air frais de novembre glisse dans la pièce, portant l'odeur de la terre refroidie, des dernières feuilles mortes et d'un feu lointain qu'on ne voit pas. Une silhouette immobile est assise dans un fauteuil tourné vers l'obscurité. Pas de lampe, pas de livre, pas de tasse, rien que le souffle lent, régulier, presque imperceptible, et le battement calme d'un cœur qui a fini de courir. La vieillesse, ici, n'est plus un corps particulier. Elle est l'état ultime de la conscience humaine. Elle a traversé toutes les saisons de l'âme, l'ivresse de la jeunesse, la guerre de l'âge adulte, les renoncements successifs, les pertes qui creusent, les joies qui passent, les illusions qui s'effritent. Elle a tout porté, tout lâché, tout compris. Et ce qu'elle tient encore n'est plus un bien, une personne, un souvenir précis. C'est une présence pure, sans nom, sans besoin, sans attente. Elle a appris que la paix n'est jamais donnée. Elle se prend. Elle se gagne à chaque fois qu'on accepte de ne plus se battre pour être vu, pour être aimé, pour être utile. Elle se gagne à chaque fois qu'on laisse tomber un masque, une ambition, une peur. Elle se gagne à chaque fois qu'on dit non à la pitié, oui au silence, merci à la solitude, et enfin, rien du tout.
parce que plus rien n'étant nécessaire. Dans cette nuit sans lune, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses à donner, il n'y a plus de rôle à tenir, il n'y a plus personne à convaincre, ni les autres, ni soi-même. Il n'y a que l'être, nu, léger, immense, qui se tient là, simplement, comme la nuit elle-même. La respiration est si lente qu'elle semble parfois s'arrêter. Et pourtant, elle ne s'arrête jamais. Elle est devenue le rythme même de l'univers. Le cœur bat si doucement qu'on pourrait le croire immobile. Et pourtant il bat encore, fidèle, sans hâte, sans peur. Il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a que cette paix immense, conquise de haute lutte, qui remplit la pièce, la maison, la nuit, le ciel, tout. Une paix qui n'a plus besoin d'être nommée, ni célébrée, ni partagée. Une paix qui se suffit à elle-même, comme l'étoile la plus lointaine qui brille sans savoir qu'on la regarde. Et dans ce silence absolu, dans cette obscurité totale, dans cette immobilité parfaite, la vieillesse sourit. Pas pour quelqu'un, pas même pour elle-même. Elle sourit parce que tout est enfin à sa place, parce qu'elle n'a jamais eu besoin de la pitié de personne, parce qu'elle est enfin devenue ce qu'elle a toujours été, entière, souveraine, libre. La vieillesse ne demande plus rien, elle possède tout, et dans ce tout, la paix est absolue, éternelle, indicible. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.